Si le miel fut utilisé dès la haute antiquité, on cuisine notamment pour adoucir les plats en l'absence de sucre et en médecine pour ses vertus cicatrisantes et antitussives. Les anciens Égyptiens employèrent également la production des abeilles à des fins beaucoup plus insolites. D'après une légende égyptienne, le miel naquit des larmes de Ra, le dieu du soleil, ce qui en dit long sur les vertus que les anciens prêtaient à ce produit de la nature et le lien qu'ils avaient fait entre la couleur dorée du miel et celle du soleil. Très tôt, cette substance fut incorporée dans l'alimentation des plus riches, ce qui occasionna l'arrivée des caries dans les milieux aisés. Le miel fut également utilisé en médecine, principalement pour cicatriser les plaies et traiter la toux. Mais si ses propriétés thérapeutiques sont unanimement reconnues, de même que ses qualités gustatives, le miel avait aux yeux des Égyptiens des vertus pour le moins insolites. De multiples traités médicaux magiques nous sont parvenus de l'Égypte ancienne. Le papyrus de Khaoun est l'un des plus anciens que nous conservions. Il fut rédigé vers la fin du Moyen Empire. Principalement axé sur la gynécologie, il livre également des méthodes simples à effectuer pour éviter de se retrouver enceinte. L'une de ses prescriptions, dont le contenu est malheureusement fort lacunaire, propose de verser dans le vagin de la patiente du miel, vraisemblablement mélangé à d'autres ingrédients. Autre préparation, un vase Hénou de miel se sera introduit dans son vagin. Préparez ceci avec une solution de natron. Le vase Hénou est un récipient d'une capacité équivalente à quasiment un demi-litre, ce qui implique une grande quantité de miel et induit donc que les patientes appartenaient plus vraisemblablement à l'élite qu'à la classe populaire. D'ailleurs, cette remarque s'applique également au natron, consistant en un mélange de carbonate, bicarbonate, chlorure de sodium et sulfate, un produit rare et donc cher, traditionnellement employé par les embaumeurs pour dessécher les corps des futures momies. Aussi improbable que cela puisse paraître, une telle expérimentation avait quand même des chances de réussir. Le docteur et égyptologue Richard Alain Jean et l'égyptologue Anne-Marie Loirette ont publié un article fort intéressant sur la contraception mentionnée dans les papyri Ramesséum 3 et 4. Ils ont ainsi procédé à des expérimentations destinées à évaluer les propriétés spermicides de divers produits, dont le miel et le natron, et ont mis en évidence le fait que le simple contact du sperme avec ces deux substances suffisait à immobiliser et à tuer les spermatozoïdes. Ces deux composants entraînaient une rupture de la membrane des cellules ainsi que l'abaissement de leur tension artérielle, ce qui provoquait la mort des spermatozoïdes par déséquilibre osmotique. Avec de grandes quantités de miel et de natron injectés dans le vagin de la femme qui ne voulait pas concevoir avant un rapport sexuel, le traitement avait des chances d'être efficace, mais il devait également entraîner, par l'usage du natron, de gros problèmes de sécheresse vaginale. Un autre papyrus plus tardif, le papyrus Ebers, préconise lui aussi du miel dans un traitement destiné à prévenir toute grossesse. Mesurant un peu plus de 20 mètres de long, ce traité de médecine fut rédigé au début du Nouvel Empire. Il compile quelques 700 prescriptions émanant de divers spécialistes et concernant un large éventail de maladies et pathologies. L'une de ces prescriptions s'adresse non pas à toutes les femmes, mais aux patientes qui ne désiraient pas ou plus avoir de grossesse rapprochée, donc à des femmes déjà mères qui avaient accompli leur devoir. Pour faire qu'une femme cesse d'avoir des grossesses, pendant 1, 2 ou 3 années, concrétion d'acacia, pulpe de caroube, date à écraser soigneusement dans un vase Hénou de miel. Imbiber un tampon de fibres végétales, mettre dans son vagin. L'ensemble des ingrédients de la formule est ici identifié et, une nouvelle fois, les conclusions de Richard Alain Jean et d'Anne-Marie Loirette
nous permettent de constater que cette médication n'avait rien de farfelu. Outre le miel qui avait des vertus spermicides, la prescription parle de l'acacia, duquel suinte la gomme arabique susceptible de produire de l'acide lactique. Or, cet acide est un puissant spermicide. Quant au noyau de date, il contient des oestrogènes qui peuvent être prescrits aujourd'hui en association avec des progestatifs comme inhibiteurs de l'ovulation. Cette espèce de stérilet antique pouvait donc, selon le moment où il était appliqué, l'endroit où il était placé et la façon dont la prescription était suivie, donner de bons résultats. Parmi les autres vertus du miel aux yeux des anciens, se trouvait un usage cette fois magique qui en faisait un puissant répulsif à revenants. C'est dans le papyrus de Berlin 3027 que l'on découvre cette croyance ancestrale. Que s'éloigne celui qui est venu des ténèbres, celui qui entre en rampant, celui dont le nez est derrière lui, dont le visage est tourné en arrière, après qu'il a échoué à ce pourquoi il est venu. Que sorte dehors celle qui est venue des ténèbres, celle qui entre en rampant, celle dont le nez est derrière elle, dont le visage est tourné en arrière, après qu'elle a échoué à ce pourquoi elle est venue. Êtes-vous venu pour embrasser cet enfant ? Je ne vous laisserai pas l'embrasser. Êtes-vous venu pour le calmer ? Je ne vous laisserai pas le calmer. Êtes-vous venu pour lui nuire ? Je ne permettrai pas que vous lui nuisiez. Êtes-vous venu pour le prendre ? Je ne vous laisserai pas me le prendre. Je lui ai préparé une protection amulette contre vous, avec la plante Aphaï, puisqu'elle constitue un obstacle contre vous. De l'ail, afin qu'il vous nuise, du miel, doux aux gens vivants, mais amer aux morts. De la queue du poisson Abjou, de la mandibule de l'animal Méret et la colonne vertébrale d'une perche du Nil. Tout comme le papyrus Ebers, le papyrus de Berlin 3027 a été rédigé au Nouvel Empire. Il comporte un vaste ensemble de formules magiques destinées à la protection de la femme enceinte et de son enfant. Très souvent, les menaces qui pesaient sur les plus jeunes, comme les maladies, la douleur ou les cauchemars, relevaient du monde invisible et surnaturel des morts qui interagissaient dans le monde des vivants. Et très souvent, ces derniers opéraient par deux, un revenant mâle et sa parèdre femelle. C'est le cas ici, avec cette formule de protection qui s'adresse directement à des esprits maléfiques, mâles et femelles, venus s'en prendre à un nourrisson sans défense. Outre l'incantation, la formule comporte un rituel magique destiné non pas à vaincre ces revenants, mais à les repousser, ce qui en dit long sur le pouvoir de nuisance de ces deux êtres. Fait assez rare pour être souligné, le rituel faisait appel à 3 produits nommément désignés comme répulsifs anti-revenants, la plante Aphaï, l'ail et le miel, alors qu'en règle générale, les éléments du rituel sont simplement nommés sans que soit précisée leur utilité. Si on ignore encore aujourd'hui quelle plante se cache sous le nom égyptien d'Aphaï, en revanche, la croyance que l'ail pouvait repousser les revenants va traverser le temps et l'espace jusqu'à être utilisée contre les vampires, comme on le verra dans une prochaine vidéo. Le dernier composant anti-revenant est le miel, agréable aux gens vivants mais amer pour les morts. À ce jour, seul le papyrus Berlin 3027, que l'on surnomme aussi le livre de protection de la mère et de l'enfant, mentionne cette croyance. Sans autre référence ni même exemple de sa survivance dans le temps, il est donc impossible de savoir si cette conviction était populaire à travers toute l'Égypte ou si elle était limitée à l'endroit où fut rédigé le papyrus magique. On notera que si le miel était réputé pour être amer aux morts, c'était tout l'inverse en Roumanie au XVIIIe siècle, où il était utilisé comme piège à vampires. En effet, les paysans imprégnaient de miel les croix des tombes dont on soupçonnait qu'elles contenaient un strigoi, car contrairement à leurs homologues égyptiens, cette créature, proche du vampire, raffolait du miel. Si au petit jour, il n'y en avait plus sur les croix badigeonnées la veille, cela signifiait nécessairement que le propriétaire de la tombe était un mort-vivant malfaisant. Si le recours au miel était préconisé lors de la momification au moment de l'onction du corps avec toutes sortes de baumes et onguents, ainsi que le papyrus de Boulac III et le papyrus 5158 du Louvre nous l'apprennent, l'usage de cette substance a toutefois été limité dans le processus élaboré de conservation artificielle des morts. Il s'agissait alors d'un produit parmi bien d'autres.
Or, l'historien et médecin arabe Abdellatif al-Baghdadi révèle une découverte aussi insolite qu'exceptionnelle dans son ouvrage intitulé « Relations de l'Égypte ». Quelques-uns de ces cadavres sont renfermés dans des cercueils de fortes planches de bois, de figuiers sycomores. D'autres ont des cercueils de pierre, soit marbre, soit granit. Enfin, il en est qui se trouvent enfermés dans des jarres pleines de miel. Un homme sûr m'a raconté qu'étant une fois occupé, lui et d'autres personnes, à rechercher des trésors dans le voisinage des pyramides, ils trouvèrent une cruche bien scellée. L'ayant ouverte, et ayant reconnu qu'elle contenait du miel, ils se mirent à en manger. L'un d'eux remarqua un cheveu qui s'était collé à son doigt. Il le tira, et l'on vit paraître un petit enfant dont tous les membres étaient encore adhérents, dont le corps semblait avoir conservé sa fraîcheur, et qui portait sur lui quelques bijoux et de riches ornements. Bien que l'extrait ne le mentionne pas, les pillages systématiques dont se fait l'écho Abdellatif al-Baghdadi se déroulent dans les alentours des pyramides de Gizeh, car il s'agit de la seule localité où il était possible à cette époque de voir plusieurs pyramides, la majorité d'entre elles étant alors enfouies sous les sables. Des renseignements qu'il consigne, on peut également déduire que certaines exactions touchèrent des tombes très anciennes remontant à l'Ancien Empire. C'est en effet à cette époque que l'on rencontre les premiers sarcophages de forme parallélépipédique qui évoquent la demeure d'éternité du défunt. Ces cercueils de pierre requérant nécessairement un investissement financier conséquent, les dignitaires égyptiens optèrent par la suite pour des protections en bois puis en cartonnage, moins solides, plus vulnérables face à des troupes de pilleurs, mais beaucoup moins onéreuses, sauf s'il s'agissait de bois d'importation comme le cèdre du Liban. Quant à l'usage de la jarre pour conserver des défunts, il est attesté dès la préhistoire et se rencontre toujours à l'époque romaine. Si les fœtus et nourrissons étaient les destinataires privilégiés de ce mode de protection corporelle, les enfants plus âgés et même les adultes n'en étaient toutefois pas exclus. Dans ces cas, ils étaient placés dans des contenants en céramique de grande taille. À l'occasion de mes recherches sur le sujet, en vue de la publication de L'enfant et la mort en Égypte ancienne, j'ai recensé 21 fœtus, 99 périnataux, 267 enfants en bas âge, 20 enfants âgés de 4 à 10 ans et 282 individus dont la tranche d'âge ne fut pas mentionnée par les fouilleurs. Cette étude portait sur une période de plus de 3 millénaires, allant de la fin de la préhistoire à la fin du Nouvel Empire, et dans aucun des cas recensés, les corps, momifiés ou non, des jeunes sujets ne furent placés dans des jarres par la suite remplies de miel. Cette pratique est donc nécessairement postérieure. Par ailleurs, les anciens Égyptiens, qui étaient de très grands observateurs de la nature et de ces phénomènes, ont testé au fil des millénaires des dizaines et des dizaines de possibilités pour améliorer, simplifier ou rendre moins onéreuse la pratique de la momification. Or, ils n'ont jamais eu recours à du miel pour pérenniser les tissus épidermiques des cadavres, alors qu'ils ont importé dès l'époque prédynastique de la résine de conifères, essentiellement du Liban. En effet, cette substance, inconnue sur le sol égyptien, est utilisée sur les premières momies partielles du cimetière prédynastique d'Hierakonpolis, ainsi que nous aurons l'occasion de le voir dans une prochaine vidéo. Non seulement la résine contribuait à conserver plus durablement la peau, mais elle avait l'avantage d'être un répulsif pour les insectes nécrophages, une propriété que ne possèdent pas les gommes et gommes résine produites par les arbres égyptiens. Si le miel avait donné d'aussi bons résultats que la résine et permis une conservation optimale des corps sans qu'il soit besoin de les momifier, il est évident que les anciens ne se seraient pas compliqué la tâche à réfléchir à un procédé aussi élaboré que pouvait l'être la momification. Ils n'auraient certainement pas recouru à de la résine étrangère quand ils pouvaient utiliser du miel local. S'il est impossible de vérifier la véracité de la parfaite conservation du corps de l'enfant, telle qu'elle fut rapportée à Abdellatif al-Baghdadi, en revanche, il n'y a pas lieu de douter de l'anecdote plutôt hallucinante qui lui fut contée. Ce qui est assuré, c'est que celle-ci fait état d'une pratique non établie à l'heure actuelle par les chercheurs pour la période antique. Alors à quelle époque peut bien remonter le décès de cet enfant ? Le récit d'Abdellatif al-Baghdadi remonte au début du XIIIe siècle. À cette époque, cela fait environ 550 ans que l'Égypte est passée sous la domination musulmane.
Si les Arabes ne forcent pas les Égyptiens, en grande partie coptes, à se convertir à leur religion, en revanche, ils interdisent la pratique de la momification à travers tout le pays. Certains coptes vont passer outre l'interdiction et continuer en secret à pratiquer les rites de momification hérités de leurs ancêtres. Les dernières traces de conservation artificielle des corps remontent au début du XIe siècle. Or, la découverte des protagonistes évoqués par l'historien arabe montre bien la volonté de conserver à l'enfant son apparence physique par-delà la mort, donc un choix qui ne pouvait émaner d'un Égyptien musulman. Si l'enfant était aussi bien conservé que ce que les pilleurs de tombes rapportèrent, il doit être envisagé la possibilité qu'il se soit agi d'un enfant issu d'une famille copte qui, par crainte de représailles, opta pour une solution facile et rapide. Outre l'éventualité d'une conservation longue du petit cadavre dans le miel, n'oublions pas que cette substance est particulièrement positive et mise en valeur dans la religion chrétienne. Dans la Bible, le miel est ainsi régulièrement comparé à la parole de Dieu. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Le fait de recouvrir son enfant trop tôt disparu dans une masse de miel avait un but conservateur, mais également très probablement une visée symbolique et religieuse. Auquel cas, si l'enfant décéda entre le début du XIe siècle et le début du XIIIe siècle, il est tout à fait possible qu'entre ces deux siècles, son corps était encore bien conservé, surtout si la cruche dans laquelle il était renfermé était bien scellée. Comme bien des ressources de l'Égypte antique, le miel révèle des utilisations et des secrets étonnants dont l'usage insolite fait écho à de surprenants résultats. Le recours à ce produit divin octroyé aux hommes par Ra dans des domaines particulièrement variés, alimentation, médecine, religion, magie, croyances populaires ou encore domaines funéraires, en firent un produit exceptionnel à plus d'un titre. Si t'es toqué d'antiquité, t'as qu'à liker. Tout en cas tube.